Le 28 avril, 25 suspects sont arrêtés par la SDAT, la BRI et le RAID sur l'ensemble du territoire après une série d'attaques sur l'administration pénitentiaire. Incendie devant plusieurs prisons. Tir à la Kalachnikov sur le centre pénitentiaire de Toulon. Domicile de surveillants attaqué. Les individus sont suspectés d'appartenir à un groupe jusqu'alors inconnu, le DDPF. Il y a plus d'une soixantaine de faits en l'espace de 15 jours. Tag, tir de Kalash, incendie de véhicule. On accuse d'abord l'ultra-gauche avant de faire un coup de filet parmi les narcotrafiquants. Des revendications droits de l'homiste, des moyens conséquents, une coordination sur tout le territoire, le tout posté sur TikTok. Quel est cet ovni politique? Qu'est-ce que ces actions et ces revendications nous apprennent sur l'univers carcéral? Qu'est-ce que tout ça nous apprend sur l'évolution de l'appareil répressif en France? La DZ Mafia est-elle devenue marxiste révolutionnaire? Derrière ce vent de panique et de distorsion médiatique, on va chercher à clarifier les ressorts de l'événement et son instrumentalisation politique. Merci d'être là, c'est Vito de Batterie Faible. On va être régulièrement ensemble pour essayer de décrypter l'actualité en proposant des angles un peu décalés. L'idée de Batterie Faible avec ce nouveau podcast, c'est d'essayer de participer à l'élaboration d'une pensée critique dans une période de grands bouleversements et de grande confusion. Si tu souhaites nous soutenir, abonne-toi à la chaîne, mets ton meilleur pouce, partage à tes potes. Allez, c'est parti! Alors, rappel des faits, en gros, tout se passe du 13 au 22 avril. Ça commence le 13 à Arja, tout roule, et puis d'un coup, il y a 7 voitures qui sont brûlées sur l'école nationale de l'administration pénitentiaire. C'est là où sont formés les gardiens de prison et les cadres qui gèrent les prisons en France. À côté des voitures brûlées, il y a un tag qu'on découvre pour la première fois, c'est DDPF. Le lendemain, le 14, il y a d'autres voitures qui brûlent, mais cette fois devant les prisons de Nîmes et de Valence. Le surlendemain, le 15 avril, ça monte encore d'un cran avec cette fois des tirs de Kalash sur la prison de Toulon et il y a encore l'inscription des DPF. Et ça continue dans la nuit du 15 au 16 avril, dans les Bouches-du-Rhône avec la voiture d'un gardien qui est brûlée devant chez lui. Il y a une vidéo de l'incendie qui est postée sur les réseaux sociaux avec dedans des menaces contre tous les gardiens de prison pour dénoncer les mauvais traitements contre les détenus en France. Bref, c'est pas exhaustif, mais vous voyez l'ambiance. Il n'en fallait pas tant pour faire réagir tout le spectre politique et médiatique. À Marseille, c'est le parking d'une résidence connue pour abriter les logements de surveillants pénitentiaires qui a été visé. Le parquet national antiterroriste s'est en tout cas saisi du dossier pour le déterminer. Donc le parquet national antiterroriste se saisit de l'affaire, c'est quand même le fleuron de la police qui se met sur le coup. Retailleau, Darmanin, ils sont à fond, ils font des discours va-t-en-guerre. Gérald, évidemment, le lendemain, il est devant une prison pour être dans les médias. J'espère qu'ils seront confondus, puis condamnés extrêmement lourdement, parce qu'on ne peut pas s'en prendre impunément aux agents pénitentiaires et aux services publics. Donc voilà, c'est le grand classique. Là, on a tous les éléments qui se mettent en place petit à petit pour justifier le déploiement répressif colossal qui va se mettre en place. S'en prendre à l'institution pénitentiaire, c'est quand même pas rien. La prison, l'incarcération, c'est quand même la punition ultime dans notre société, qui a plein de problèmes, je le rappelle. C'est une institution dotée d'un pouvoir symbolique fort qui fait qu'on en a peur. Et cette peur, elle est mobilisée pour garantir le bon comportement de toute la population. Là, si on parle d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a environ 80 000 détenus dans les prisons françaises. C'est grosso modo une personne sur 850. C'est beaucoup quand même. Bref, la prison, c'est un gros truc, donc forcément, action-réaction très forte de l'État. Mais là où tout ce truc de DDPF prend de l'épaisseur, une petite saveur particulière, c'est que dès le 13 avril, il y a un canal Telegram qui sort avec 1800 personnes qui le suivent. Sur ce canal, qui s'appelle DDPF pour Défense des droits des prisonniers français, dedans, on trouve une tonne de revendications ultra sérieuses, ultra bien rédigées et pire que ça, légitimes. Le DDPF se déploiera dans toute la France pour mettre en lumière notre cause et notre combat. Sachez que nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes là pour défendre les droits de l'homme à l'intérieur des prisons. Ça parle des insuffisances d'heures de promenade, des coûts des cabines téléphoniques, on y reviendra, mais c'est des revendications sociales dans l'intérêt des prisonniers. Les revendications sociales avec des actions coordonnées contre l'administration pénitentiaire, ça, c'est plutôt un truc qui, pour la police, leur rappelle l'ultra-gauche. Comme dans l'Italie des années 70, quand il y avait eu des révoltes dans les prisons, mais qui avaient été revendiquées par le mouvement autonome révolutionnaire. Ça, c'est ma cafetière. Ou comme en France, dans les années 80-90, il y avait eu des révoltes pour dénoncer les mauvaises conditions de détention appuyées par le mouvement Os Cambaceros. Là, on a des mecs qui publient leurs vidéos d'action sur TikTok, qui tirent des rafales sur des prisons et qui roulent en trottinette électrique. Bon, moi, perso, j'ai jamais vu un mec d'ultra-gauche sur une trottinette électrique. Donc voilà, le DDPF, c'est un peu un ovni. On ne sait pas trop à ce stade qui pourrait être derrière tout ça. Et ça, c'est insupportable pour le maintien de l'ordre. Il faut pouvoir créer la figure de l'ennemi pour catégoriser, pour capturer l'événement et pour réprimer les auteurs.
Parce qu'on rappelle qu'avec tout le bordel qu'a foutu le DDPF, c'est quand même le parquet national antiterroriste qui a été saisi. Le dispositif est surpuissant. Il a ouvert sur 3 qualifications, dont l'association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes. Ce sont des qualifications donc extrêmement graves et à la hauteur de ce qu'est l'attaque contre le service public pénitentiaire, c'est-à-dire une attaque terroriste. Donc il faut que derrière le DDPF, ce soit des terroristes. Sinon, la police et la justice, elles ne vont pas pouvoir utiliser le PNAT. Et c'est ça qui est pratique avec la figure du terroriste. C'est que ça se fabrique, ça s'instrumentalise. Souvenez-vous de l'affaire Tarnac en 2008. On a pris des dangereux anticapitalistes qui lisaient des livres, qui allaient en manif. On leur a collé l'étiquette de terrorisme pour justifier les moyens d'ampleur qu'on a employés contre eux. Pareil, plus récemment, avec des militants écologistes qui ont été accusés d'avoir dégradé une usine de ciment. Là aussi, c'est l'antiterrorisme qui a été déclenché. Le pouvoir a besoin de produire des monstres pour justifier l'extension sans fin de ses moyens de surveillance et de répression. Il y a le djihadiste, mais il y a aussi l'écologiste radical, les gilets jaunes, l'anarcho-autonome, le black bloc. Si le pouvoir arrive à les mettre dans des cases terroristes, paf, il annihile tout le reste. Il n'y a plus de revendications qui vaillent, il n'y a plus personne derrière, c'est des monstres. Alors l'enquête sur le DDPF, elle a été menée sur 65 faits qui lui ont été attribués entre le 13 et 28 avril. Très vite, avec les premiers éléments de l'enquête récupérés sur le canal Telegram, le parquet antiterroriste, il a écarté la piste de l'ultra-gauche. Et c'est là qu'un nouveau terme est apparu, celui de narcoterrorisme. Donc terrorisme, mais narco. Ah mais c'est des narcotrafiquants. Ah mais ok, ça va, c'est cool. Drogue, argent, armes de guerre, voitures brûlées, familles menacées, tout ça. Narcotrafiquants, go, c'est parti, on va pouvoir les écraser. D'un coup, dès que le lien a été fait avec le narcoterrorisme, les revendications ont disparu et ça, c'est dégueulasse, mais c'est hyper pratique. C'est ça en gros l'idée derrière le narcoterrorisme. Dans les médias, tout a été mis en œuvre assez vite pour écraser le fond du sujet et les revendications. Et pourtant, les revendications du DDPF, il y en a plein et elles sont très claires. En fait, si on parle de tout ça, du DDPF, de ses revendications et de ses actions, c'est parce qu'elles sont toutes complètement liées à la loi narcotrafic qui a été définitivement adoptée le 29 avril dernier à l'Assemblée nationale. Donc pour rappel, cette loi de Darmanin, c'est quand même créer des prisons de sécurité ultra strictes réservées aux crimes organisés, permettre l'anonymisation des agents pénitentiaires pour soi-disant faire face aux risques de menaces auxquels ils sont exposés, pouvoir fermer les commerces au moindre soupçon de blanchiment d'argent, et aussi l'allongement des gardes à vue pour les personnes qui font passer de la drogue à 5 jours. On ne peut pas tout lister, mais on peut quand même s'arrêter sur ce qui nous paraît franchement inquiétant, le dossier coffre. Alors le dossier coffre, c'est du délire. En gros, imagine, les flics enquêtent sur toi, enfin pas sur toi, mais les flics enquêtent sur quelqu'un. Imagine, ils utilisent des méthodes et des procédures pas franchement légales, et tout ça finit dans le dossier coffre. Le dossier coffre, c'est une boîte noire à laquelle ni toi, enfin pas toi, mais ni la personne sur laquelle on enquête, ni son avocat n'auront accès en cas de procès. Cette proposition porte une atteinte inédite et très grave aux principes fondateurs de la procédure pénale, qui sont le droit à se défendre et le principe du contradictoire, c'est-à-dire le fait de pouvoir contester et débattre de tout élément ou preuve versée au dossier. Donc voilà, avec cette loi, il y a plein de nouvelles exceptions qui viennent créer des nouveaux précédents juridiques. Tout ce qui peut sembler commun aujourd'hui, comme la garde à vue, le prélèvement d'ADN, c'est des choses qui sont d'abord arrivées sous la forme d'exceptions, pour ensuite se fondre progressivement dans le droit commun et soumettre l'ensemble de la population. La garde à vue, ça s'est principalement développé dans le contexte colonial de la guerre d'Algérie. Le prélèvement ADN, ça a d'abord été réservé aux infractions sexuelles, pour s'étendre ensuite à tous les délits. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est dès qu'il y a une mesure ou des moyens exceptionnels qui sont mis en place et qui n'ont pas l'air de te concerner, tôt ou tard, ça finit par te concerner. Je rappelle que toutes les avancées pour que le simple droit européen soit appliqué par les surveillants n'a cessé d'être bafouées. Je vous propose juste d'aller regarder les statistiques des détenus qui meurent sous les rangers des surveillants, sans parler de l'utilisation de la force démesurée, comme si le détenu était devenu un souffre-douleur offert par les juges aux surveillants. C'est ça la dinguerie. On a un groupe qui se place dans le sillage des luttes anticarcérales, ou du moins qui y fait référence, et qui reconnaît que les conditions de détention décentes n'est pas un dû, mais qu'elles s'arrachent et se gagnent par des luttes de défense collective. Parce que nos anciens se sont battus pour ces droits fondamentaux. Ces mêmes droits qui auraient pu être un automatisme en nécessitaient un combat, pour faire comprendre qu'avant d'être des prisonniers, nous sommes avant tout des humains. Et nous, laissez-nous exécuter nos peines dans le cadre du respect des droits humains, tout simplement. Démissionner tant qu'il est encore temps. Gérald Darmanin ne va pas protéger tous les surveillants de France. Darmanin veut juste faire des chiffres pour la présidentielle de 2027 et vous utiliser comme pion de première ligne. On parle de droit à l'accès au téléphone, peu importe la classe sociale. On appelle à la démission des surveillants, ces prolétaires presque comme les autres.
Et depuis l'affaire Amra, que la majorité des détenus n'ont pas cautionné, la mort de ces agents-là, pourquoi se servir d'Amra pour faire du mal aux 82 000 autres détenus? Ça n'a ni queue ni tête. On s'oppose fermement au passage d'un nouveau seuil sécuritaire ouvert depuis la séquence Mohamed Amra et la loi narcotrafic. Contactez-nous par message privé pour rejoindre le mouvement DDPF. Nous avons de gros investisseurs derrière la DDPF. Et on en appelle même à rejoindre un mouvement, le DDPF. Mais ça ne vous aura pas échappé. On parle aussi de gros investisseurs. Ça vient résonner avec la rhétorique médiatique qui nous rabâchait qu'une telle organisation ne pouvait pas avoir lieu sans coordination des cadres de la DZ Mafia. Depuis leur cellule, Imram A et 3 autres détenus d'autres prisons françaises ont fait appel à des recruteurs chargés de trouver sur les réseaux sociaux les petites mains hors de la prison. Selon nos informations, ces exécutants en garde à vue disent avoir été payés 5 000 € chacun pour commettre leurs actions. La question n'est pas de savoir ce qui est vrai ou pas vrai, bien ou pas bien. Le sujet, c'est que le pouvoir et l'appareil policier imposent systématiquement leur storytelling. Il faut des chefs, il faut des mecs qui financent, il faut des jeunes nihilistes qui exécutent. L'idée qu'une cause juste puisse prendre racine au sein des prisons, au contact de l'expérience carcérale et des humiliations quotidiennes. Que cette cause fasse mouvement et vienne faire trembler l'institution carcérale, ça, c'est quelque chose d'inconcevable. Alors soyons clairs. Qu'il y ait eu des méthodes de financement qui émanent de groupes de trafiquants organisés, qu'il y ait eu des propositions de paiement en échange d'actes, que les intérêts d'un mouvement tel que ceux du DDPF rencontrent l'intérêt des têtes de réseau, n'enlève rien à la justesse politique des revendications. L'ambiguïté n'est pas nouvelle, les marxistes italiens étaient aussi des braqueurs et des faussaires. Jacques Mérine voulait à la fois des voitures de luxe et la fin des QHS. Il n'y a pas de sujet révolutionnaire pur, il n'y a pas à fantasmer ou à surpolitiser les actes du DDPF. Mais il faut savoir déjouer les opérations de pouvoir qui consistent toujours à imposer un storytelling, à créer des figures de monstres et à occulter les vérités qui dérangent. Ouais, par le mouvement Oscanvaceros, tu connais Yé. Comme dit Jules, wesh, si tu veux pas la guerre, pourquoi t'allumes la mèche? C'est pas Jules, je crois. C'est Jules. Putain, tu crois que c'est pas Jules? Wesh.